furieux, eh bien, je suis très, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez et que moi également j'attendais depuis un mois et demi. Sur la chaîne, grâce à notre partenaire RC Going, on commence à être un petit peu les spécialistes de ces hélicos GPS de la marque Flywing. On vous a présenté le FW450, on vous a présenté le UH1. J'ai eu également l'occasion de tester le Airwolf de l'ami JFR. On s'était amusé d'ailleurs à faire revenir en RTH ces 3 hélicos en vol en même temps. Et bien, si on y regarde bien sur le catalogue, il en manque un. Le Bell 206. Alors, le Bell 206, je l'ai fait venir parce qu'il vient de sortir en version 3, c'est-à-dire que maintenant, tout a été amélioré sur ce Bell, et honnêtement, vous allez voir, c'est une vraie tuerie. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu toutes les données techniques. C'est une vidéo qui va, c'est vrai, durer un petit peu longtemps, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, si vous craquez pour cet appareil, cette vidéo, elle vous servira de notice. Allez, on y va parce qu'on a pas mal de boulot. Allez, on va déballer maintenant notre Flywing Bell 206 V3. Tout d'abord, vous allez me dire, il y a beaucoup de cartons. Non, c'était juste que je voulais vous montrer le surcarton. Ça arrive dans une boîte qui est elle-même dans une boîte. Donc, autant dire que vous pouvez shooter dedans, un éléphant peut s'asseoir dessus. Ça ne risque rien. Flywing est vraiment dans la dynamique d'envoyer des hélicoptères partout dans le monde, et ce en sécurité, parce que c'est du matériel fragile. Il n'y a aucun danger, ça peut tomber du 3e étage. Donc ne vous inquiétez pas pour le transport, que finalement ça arrivera aussi bien que si vous l'achetez à 100 km de chez vous. Donc voilà, je vire le sur carton. La boîte maintenant. Alors, on va découvrir l'engin. Hop. Alors je l'avais ouvert avant parce que j'ai pas pu résister, mais j'ai rien sorti, donc on va vraiment le déballer ensemble. Tout d'abord une petite notice qui est plus un guide de démarrage. Il faut reconnaître que sur ce genre de machine, il faut aller un peu à la pêche aux informations, mais honnêtement, avec nos vidéos, ça vaut toutes les notices du monde, je pense. Enfin, j'espère, hein, vous nous direz ça en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Tout d'abord, des infos sur la radio. Si vous avez besoin de la notice complète de cette radio qui est la FSI6, moi je peux vous la fournir en français, il n'y a aucun souci. Je sais qu'il y a des gens qui râlent, oh, il n'y a pas la notice dedans, ouais. On trouve, hein. Faites, Google est votre ami, hein, vous faites la recherche notice machin, et puis vous allez trouver. Donc vous avez ici toutes les infos pour démarrer, pour débloquer les moteurs, mais ça on reverra ça lorsqu'on fera le test de vol, la calibration, j'en parlerai un petit peu plus loin. Alors voyons par quoi nous allons commencer. Allez, bon, on va commencer par ça. Tout d'abord, ici, moi j'ai pris l'option 2 batteries. En fait, vous pouvez avoir l'appareil, alors soit avec une batterie, 2 batteries, 3 batteries, soit carrément sans batterie, sans chargeur, sans radio, c'est-à-dire en version BNF. Ici on est en RTF, Ready to Fly. C'est-à-dire que là, si vous achetez ce pack, en fait, vous pouvez voler. Il n'y a rien d'autre à acheter. Il est totalement autonome. Parfois, on dit, voilà, c'est autonome, mais il faut racheter ça, racheter ça. Là, il n'y a aucun souci. Avec ce que vous avez là, vous pouvez aller voler. Alors, les batteries sont des 3000 milliampères en 4S, 4 éléments. D'ailleurs, moi, quand je l'ai acheté, je pensais que c'était les mêmes que sur le UH1, et en fait, elles sont plus grosses que celles de UH1. Sur le UH1, j'ai toujours cru que c'était des 3000, et il s'avère que ça doit être plutôt des 2004. Hein. Ici, elles sont plus lourdes, plus costauds. C'est pas encore le 5000 qu'on a sur le FW450, mais il y a eu une progression, donc ça c'est une des premières progressions sur cette V3, c'est-à-dire ici des batteries un petit peu plus costauds. Ensuite, allez, on va sortir, il y a des trucs là, hop, il n'y a rien au fond. Ça,
C'est le petit zigouille, je sais pas comment on va appeler ça, un petit plug, si vous voulez binder votre récepteur. Donc ça, c'est plus pour les gens qui l'ont en BNF. Nous, en RTF, on n'en aura pas besoin. La petite sangle qu'on installera à l'intérieur pour bloquer les batteries. Qu'est-ce qu'on a ici? Le câble pour relier à l'ordinateur, parce que tous les réglages se feront sur l'ordinateur avec un petit programme dont je vous parlerai un peu plus loin. Ici, ça va avec ça. Voilà, le chargeur. Alors ce chargeur, il n'est pas pourri, hein, il est très bien, il fonctionne très bien. C'est un chargeur de qualité, parce que souvent dans les versions RTF, on a un truc en USB. Non, 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 là vous avez vraiment une prise secteur européenne, donc c'est pas du bricolage. Et ça charge très très bien. Pour en avoir utilisé, donc moi c'est mon troisième ici hélicoptère, donc j'en ai trois déjà comme ça, et puis j'en ai sur d'autres modèles, j'avais ça. Je peux vous garantir ça fonctionne nickel. Ensuite, ça je suis pas fan, mais si on n'en a pas, c'est bien pratique. C'est les petites clés Allen. On en aura besoin notamment pour installer les pales. Bon, si vous avez les vôtres, évidemment, ce sera toujours mieux. Mais voilà, quand on n'en a pas, hop, c'est cadeau, c'est donné. Enfin, non, c'est pas cadeau, hein, vous l'avez payé. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? La radio. La radio, une FSI6S. Alors ça, c'est vraiment une radio sympa, d'autant que tous les switches ont été paramétrés pour les fonctions et tous les rappels sont marqués directement dessus. C'est vraiment une solution clé en main totale. Hop, 4 petites piles LR6 qu'on mettra tout à l'heure. Ah oui, tiens, un truc que j'ai oublié de vous montrer. Regardez sur les coins. Regardez, on parlait de la qualité de l'envoi. Sur les coins, vous avez des protections plastiques. Ce qui fait que lorsque les boîtes sont empilées les unes sur les autres, elles ne vont pas s'écraser. Et puis lors du transport, pareil, si c'est balancé, on sait que les coins ici ne seront pas enfoncés avec toutes ces jolies protections plastiques. C'est pas gadget, hein, c'est vraiment, ça assure la qualité de l'envoi. C'est pas ce que ça leur coûte, mais vous voyez, ils ont des ingénieurs au top, hein. Je sais que chez Flywing, nous on fait les essais de leur machine et on est en correspondance avec eux et il y a des ingénieurs extrêmement réactifs. Moi, pour avoir déjà discuté un petit peu avec eux, c'est vraiment des types qui ont envie de développer leurs produits. Avant de voir l'hélico, parce que vous l'avez toujours pas vu, les pales, c'est les mêmes pales que sur le UH1. Hein, visiblement. Ouais, grise d'un côté, noir de l'autre. Il faudra faire attention à ne pas se tromper de sens. On verra ça après. Et puis attention, la beauté, la majesté. Regardez ça. Je vous mets comme ça pour le sortir parce que c'est un petit peu délicat. Ah oui, il tient bien dedans. Hein. Hop là. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Il est pas beau? Il est splendide. Alors, il faut l'imaginer évidemment avec ces pales. On a vraiment un niveau de progression qui est énorme par rapport au UH1. La coque du H1 était déjà vraiment belle. On pouvait considérer qu'elle était un petit peu fine. Là, on a vraiment une coque très épaisse, avec une finition vernie. Des petits détails comme, regardez ici, on voit des petites grilles sur les aérations. Mais toutes les améliorations de cette V3, je vous en reparlerai ensuite lorsqu'on fera la revue technique de cet hélicoptère. Donc au déballage, ce qui apparaît, c'est... Il y a un effet, je vous assure, un effet waouh. Moi, des machines, j'en ai beaucoup et j'ai rarement eu cette sensation au déballage. Quand j'ai montré cet hélico ici à la maison, tout le monde m'a fait « Waouh, qu'est-ce qu'il est beau !» C'est-à-dire que même des gens qui sont pas passionnés par le truc, ils voient, ne serait-ce que l'objet, ça mérite même de trôner dans le salon en décoration.
Ouais, non, ça, je vais essayer de négocier, mais ce sera pas possible, hein. Mais en tout cas, quand il volera pas celui-là, il sera vraiment en bonne place pour décorer l'atelier. Voilà donc pour le déballage. Bah, on va regarder un petit peu maintenant les données techniques. Je vais monter les pales, je vais mettre des piles. Bref, on va préparer un petit peu. On va passer en mode pré-vol avant d'aller le tester sur le terrain. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai installé les pales. Il n'y avait que ça, il y avait que ça à faire et mettre la batterie à l'intérieur. En fait, vous voyez, à partir de là, l'hélicoptère est prêt à voler. On va regarder un petit peu ses caractéristiques techniques. Et tout d'abord, des caractéristiques qui sont quasiment les mêmes d'un point de vue de la mécanique et de l'électronique que le UH1 V3, celui que je vous ai déjà présenté. Ce Bell 206 existe en version 2, puis en version 2.5 et maintenant on passe en version 3.0 et on va voir un petit peu pendant cette revue quels sont les points d'amélioration de cette V3. D'abord revenons un petit peu sur l'appareil lui-même. Sa taille, si je prends la taille complète hop, du rotor, donc vous ne voyez pas un bout, mais on arrive là hop, à 80 cm. Le corps de l'appareil, le fuselage, lui, fait alors, hop, 75, 75, 76. Il donne 72 dans la notice. Moi, si je vais vraiment jusqu'au bout, ouais, je suis à au moins 75. Donc, vous voyez, un appareil qui est quand même, hein, il est de classe 450, il fait 1,3 kg, c'est pas on n'est plus du tout dans le jouet. Vous le verrez en vol, quand le rotor se met à tourner, il vaut mieux être loin. Quand je dis on n'est pas dans le jouet, c'est vraiment pas un truc à donner à des enfants, même à des ados. C'est des jouets, oui, c'est un jouet, mais pour adultes, ce truc-là, parce que eh ben, ça peut être aussi dangereux qu'une tronçonneuse, hein, si vous envoyez ça sur quelqu'un. Donc, ça, c'est vraiment le point sur lequel je reviens à chaque fois quand on parle d'hélicoptère, c'est la sécurité. On ne vole pas tout seul, on vole toujours avec quelqu'un, on ne laisse pas les enfants, et si on fait voler un ado, eh ben, on l'assiste et on le surveille, hein. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, cet hélico, à proprement parler, il est entraîné. Alors, on va ouvrir ici, hop, la canopie. Il est entraîné par un moteur que vous ne verrez pas. Il est au fond, c'est un 3508. Il est réducté. Regardez ici, on a une petite couronne. Alors ça, c'est important à savoir parce qu'il y a deux types de motorisation sur les hélicoptères. Il y a le direct drive, c'est-à-dire que le moteur a un faible KV, il entraîne directement l'axe du rotor ici. Donc on a un entraînement direct. Et puis ensuite, vous avez les moteurs ici réductés avec un KV qui va être plus élevé, peut-être une réaction qui va être plus rapide, mais avec une pièce intermédiaire sur laquelle il faut compter évidemment. Dans un crash, cette pièce peut casser. Mais j'aurais tendance à dire, il vaut mieux que ce soit cette pièce-là qui vaut 8 euros, je crois, plutôt que le moteur qui pète. Donc voilà, moi j'aime bien les deux, hein, le direct drive et le réducté. Bon, c'est kiff-kiff, c'est kiff-kiff bourricot. Et au niveau moteur, on en a un second là-bas qui lui est en direct drive, parce qu'il y a certains hélicoptères où l'anticouple est entraîné par une courroie qui est elle-même entraînée par le moteur principal, ou une tige qui tourne et qui entraîne tout un système avec une variation d'incidence des pales. Là, c'est très très simplifié. Il n'y a pas de variation d'incidence, donc on n'est à pas fixe, hein, sur l'anticouple. Et ce sont des variations de vitesse ici de l'anticouple. Avantage, c'est beaucoup plus simple, donc moins de sources de panne. Désavantage, c'est qu'il agit mieux dans un sens que dans l'autre. Les cerveaux, ici, tous les cerveaux sont des cerveaux digitaux, c'est-à-dire qu'on aura une réaction qui sera extrêmement rapide et puis surtout une grande précision au niveau des mouvements du plateau cyclique. La radio, c'est une FlySky FSI 6S, qui est une radio 10 voix.
n'y en aura que 6 ici d'utiliser. Moi j'aime beaucoup cette radio. Elle est simple et efficace, on va dire. C'est-à-dire que là, tout a été réglé pour cette radio, vous occupez de rien, basta, ça fait vraiment le taf. Pour l'allumer, on va appuyer sur hop, les 2 boutons en même temps. Évidemment, vous entendez une petite alarme parce que voilà, tous les inters doivent être en haut. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette radio? Bon, je vous renvoie à ma vidéo sur le UH1 où j'expliquais un petit peu les différents menus, hein. Le menu de la radio, on peut faire des timers, etc. Donc, on a ici un écran tactile. Si on veut aller hop, dans les paramètres intérieurs, tac, il va falloir déverrouiller pour éviter qu'un petit appui vienne dérégler votre radio. Puis automatiquement, elle va se remettre, hop, vous voyez ici, en sécurité. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur cette radio? Eh ben, ici évidemment, les sticks, translation vers l'avant, l'hélicoptère se penche en avant, il va vers l'avant, translation arrière, il se penche vers l'arrière, il va en arrière, translation à droite, il se penche sur la droite, il va à droite, translation à gauche, vous avez compris le principe. Ici, on a la rotation sur lui-même, ça active l'anti-coupe ou le désactive, ça permet à l'hélicoptère de tourner, hop, comme ça, sur lui-même. Et ici, on va tout simplement avoir l'altitude. Donc, classique pour un hélicoptère. 4 switches ici. Ici, le switch d'armement. Pour décoller, on aura besoin, on le verra pendant le vol, de se mettre évidemment en run. Gros défaut, alors ça, et puis ça j'en ai subi vraiment les conséquences avec mon UH1, c'est que regardez, ce bouton, il est tout près des modes spéciaux de vol. Alors ici on a un mode, donc ici normal, quand vous êtes au milieu, il fait des cercles sur lui-même, et en bas, il fait des 8. Bon. Voilà, alors avec mon UH1, je me rappelle, c'était cet été avec ma fille, je lui dis, oh regarde, il fait des ronds, oh regarde, il fait des 8. Et puis au moment de vouloir repasser en mode normal, je regardais l'hélico, et ben, au lieu de faire ça, j'ai fait ça. Le moteur s'est arrêté. Ben là, on était à peu près à 5-6 mètres d'altitude. Bon, la carrosserie a pris un petit peu, j'ai pu réparer. Rien de bien grave. Alors, ce qui était le plus rigolo, c'est qu'il y a juste une petite chape ici qui s'est déclipsée. Je l'ai reclipsée. Il est reparti en vol immédiatement. C'était juste incroyable. Donc, ce sont des hélicos qui sont de conception relativement simple et robuste. Moi, j'aime beaucoup. J'ai déjà travaillé sur des hélicos beaucoup plus complexes, croyez-moi, c'est difficile. Alors là, intervenir là-dessus, c'est assez simple quand on a un petit peu l'habitude. D'ailleurs, souvent, on est angoissé à se dire, bah ouais, mais si j'ai un crash, moi, je vais jamais réussir à réparer ça. Mais heureusement, le père Kane, il a pensé à vous. Tiens, je vous mets une petite publicité. On a créé entre guillemets, un petit atelier de réparation pour les hélicos qui ont été achetés chez RC-Going. Alors moi, je ne peux pas le faire pour tout le monde. Je peux récupérer, alors, si vous avez eu un crash, si votre hélico vient de chez RC-Going, on voit avec Ben, vous me l'envoyez, moi je commande les pièces, et bon, j'ai un petit forfait, hein, vous irez voir ça. J'ai un petit forfait, et puis vous payez les pièces, et puis évidemment l'envoi de la machine et l'envoi du retour par Mondial Relais, c'est pas énorme. Alors, évidemment, ça peut faire un petit budget, mais des fois, pour 100 euros, ben, on sauve la machine, plutôt que d'avoir une machine qui est cassée, puis les yeux qui pleurent, hein. Bon, voilà. Donc, si ça peut vous rendre service, nous, on a fait ce petit système-là, qui peut rassurer un petit peu au moment où on prend l'hélicoptère. Alors, juste pour vous rassurer, c'est que des hélicos chez RC-Going, il y en a eu pas mal, RC-Going France, hein, il y en a eu pas mal de vendus. J'ai eu encore aucun retour, c'est-à-dire personne n'a réussi à le casser. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, c'est juste pour rendre service. Donc, voilà pour les 2 premiers boutons. Troisième bouton, Home, GPS, 3D.
Bah, c'est facile, quand vous allez commencer à voler, vous décollez en mode GPS. Il décolle, il se stabilise, tranquille. Vous pouvez lâcher les sticks. Ensuite, quand vous allez commencer à piloter un petit peu mieux, ben, vous allez pouvoir vous entraîner au 3D. Alors là, quand vous passez en 3D, attention, le moindre coup de vent, ça l'entraîne, il est plus stabilisé. Il faut constamment jouer avec les sticks. Euh, Par contre, avantage, c'est que ça vous permet de faire des galipettes, de faire plein de figures. Mais là, il y a du boulot, hein, croyez-moi. Au début, on s'amuse bien comme ça. Et puis, à un moment, on veut rentrer, et puis on voit plus trop l'appareil. Hop, on se met en home, l'appareil revient automatiquement, il se pose au point de départ. C'est tout simplement un RTH. Et enfin, le dernier bouton, vous voyez, normal et invert, c'est pour le vol inversé. Hélas, sur le Bell 206, cette fonction n'est pas activée. Comme elle n'est pas activée sur le UH1, elle n'est activée que sur le FW 450, parce que lui, il est prévu pour. Son centre de gravité lui permet d'avoir un vol automatique inversé. Ici, c'est pas le cas. Le centre de gravité est décalé vers l'arrière, et ce serait l'usine. Ils ont trouvé que c'était dangereux. En fait, moi, je suis persuadé que ça peut le faire. Je sais qu'on peut hacker le système et faire quand même, y arriver quand même, mais ça, j'en parle pas parce que ça engage un petit peu la sécurité. Donc voilà pour nos 4 boutons et pour la radio. Au niveau radio, on a un récepteur qui est là sur le côté. C'est un récepteur FlySky aussi. C'est le A6B. Il est branché en i-bus sur le côté. Alors vous allez me dire, bah oui, mais les cerveaux, ils sont branchés où? Bah, les cerveaux, ils sont branchés là, sur le module. C'est un module de vol, hein, c'est le H1 Lite. Alors ce module, qu'est-ce qu'il fait? Il gère plein de trucs. Il gère les cerveaux, évidemment. Il gère le GPS, il gère les fonctions spéciales, hein, vol en rond, vol en 8, il gère la sécurité 3D. Ça, je vous expliquerai, on va aller sur l'ordi après, je vous expliquerai ce que c'est la sécurité 3D. Il gère la gestion des batteries, vous allez voir que lorsque la batterie est un petit peu trop faible, il revient. Et il gère, bien sûr, le RTH, ce module. On peut imaginer que cet hélico, c'est un hélico qui est géré exactement comme un drone. Il n'est pas géré à l'ancienne uniquement avec un gyro, bah, il y a un gyro là-dedans, mais par une carte, une vraie carte de vol qui est équivalente à celle qu'on peut trouver dans les drones. On a un module ici, une puce GPS qui est la puce M10. On va voir juste après dans les améliorations, je vais vous reparler de cette puce M10, l'ESC ici, c'est un ESC 60 ampères, lui aussi a été amélioré. Les pales sont des pales en fibre de verre mélangées avec de la fibre de carbone. Faut être très attentif à ces pales, dès qu'il y a un choc, on les change. C'est vraiment une pièce de sécurité. Ça vaut son prix, hein, ça vaut 30 balles, une paire de pales. Mais si on a tapé un arbre, on a tapé un truc, on change les pales. Si vous voulez pas qu'elles explosent en vol, c'est la sécurité. On fait de l'aéromodélisme, c'est de l'aéronautique. Si vous faites une bagnole, vous perdez une roue, elle va pas aller bien loin, votre voiture, elle va s'arrêter. Là, votre hélico, si vous perdez une pale ou s'il y a une pale qui casse, il va, bah, c'est fini, hein, vous n'avez plus d'hélico. Vous savez le prix que ça coûte, hein, donc évidemment, ça fait mal aux fesses. On fera attention à la façon d'installer les pales. Vous voyez que la partie grise est au-dessus, on ne les met pas à l'envers parce que hop, le moteur, comme il est réducté, il va tourner non pas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut que le bord d'attaque de la pale, ici, le bord arrondi, puisse en tournant se trouver en avant. Comme ça. Donc, gris au-dessus, noir au-dessous. Au niveau du serrage, alors il faut serrer, mais pas trop. L'image qu'on pourrait s'imaginer, c'est un petit peu, vous savez, les robinets que vous avez dans la salle de bain avec le petit taquet que vous bougez là pour avoir eau chaude, eau froide, il faut que ce soit à peu près résistant comme ça. C'est-à-dire que si j'incline le truc, vous voyez, ça reste fixe. Par contre, hop, si je mets un petit coup, ça, les pales se plient. Donc, il faut trouver le bon dosage. Ça se fait au niveau du serrage.
Donc voilà un peu les caractéristiques. Ah oui, j'ai oublié quand même de vous parler de la batterie. On l'a vu tout à l'heure dans le unboxing. C'est une 3000 milliampères. Il y a juste un truc rigolo dans ce... Enfin, rigolo, non, c'est pas rigolo du tout. Étant donné que, voilà, les infos... Ah, ma radio qui me dit, ouh, tu m'as oublié. Vous voyez, il y a une sécurité sur la radio. Pareil pour l'éteindre, j'appuie sur les deux boutons. Regardez, toutes les caractéristiques sont là. Alors, ils se sont dit, ben, on va mettre le velcro pour attacher dans, dans l'hélico de ce côté-là. Ouais, mais regardez, si je mets le velcro là, je fais ça. Regardez, la prise, elle est là. Et on n'arrive plus à se brancher ici. Alors, on doit se mettre comme ça, mais on a le fil en avant. On doit... C'est n'importe quoi. Donc ici, ben, moi, sur celle-ci, je vais le faire sur celle-là. Le velcro qui est là, je l'ai décollé et je l'ai remis de l'autre côté. Comme ça, regardez ici, la batterie elle va pouvoir se placer correctement et je vais pouvoir, hop, aller me brancher. Ici, il n'y a pas de, il y a pas de problème. Donc voilà pour une petite bizarrerie pour la batterie. On va terminer ce tour d'horizon par regarder un petit peu les améliorations de ce Bell 206 par rapport à la version précédente, la 2.5. La principale, les principales différences sont esthétiques et mécaniques. Premièrement, la coque. Là, il y a eu un énorme boulot fait sur la coque. Elle est sublime. Voilà, elle est sublime. Moi, j'ai montré à plein de personnes qui m'ont dit, mais c'est incroyable d'avoir cette qualité en RTF, c'est-à-dire un produit sorti de boîte qui a une telle qualité. On a un moulage fibre. On a une peinture qui est exceptionnelle. On a une épaisseur qui est plus que respectable. On a des détails comme des grilles ici. Et puis surtout, par rapport à la version précédente, on a les pare-brises transparents. Sur la version précédente, c'était que de la fibre et c'était noir. Donc ça mimait un pare-brise, mais là, on a vraiment quelque chose. Alors, vous allez me dire, bon ouais, mais on voit on voit la lipo, on voit... Oui, mais seulement, regardez, moi là-dedans, je vais mettre une petite caméra là-dedans. Ça va donner des images fantastiques où vous allez avoir l'impression d'être en train de piloter le truc. Vous l'avez vu ici, pour ouvrir, il y a un petit loquet, tac, avec un ressort, ce qui fait qu'on n'a plus sur cette version d'aimant pour fixer la canopie. Plus d'aimant, ça veut dire qu'il n'y aura plus de perturbations sur le GPS. D'ailleurs, en parlant du GPS, on revient dessus. La puce que je vous montrais tout à l'heure, qui est la puce M10, c'est une puce qui est bien plus efficace que la précédente. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus besoin de calibration. Elle apprend tout seul. C'est-à-dire que cet hélico, il vient de Chine. Alors, j'ai voulu le faire voler cet après-midi. Je suis resté 1 heure et demie au terrain. Il a plu sans discontinuer 1 heure et demie. Donc, il a toujours pas volé cet hélico. Mais quand il va voler, hop, je vais décoller sans lui faire de calibration. Et vous allez voir, ça va fonctionner parfaitement. Donc, une puce GPS amélioré par rapport à la version précédente, un ESC amélioré parce qu'il a maintenant un radiateur. Par contre, ce qui est couillon, c'est que le radiateur, eh ben, ils l'ont mis à l'intérieur au lieu de le mettre à l'extérieur. Donc du bien, et puis bon, avant il n'y en avait pas, maintenant il y en a un, mais il est mal positionné. Je sais que cet ESC existe en V4, en pièces détachées, avec 2 radiateurs, et là vous en avez un de l'autre côté. Rien ne vous empêche ici de venir monter dans le petit espace un ventilateur hein, et de vous connecter ici sur le récepteur de l'autre côté. Vous avez plein de prises libres pour récupérer l'alimentation d'un petit ventilo que vous trouvez sur Amazon à 10 balles. Qu'est-ce qu'on a d'autre en nouveau? Le plateau cyclique est différent de la version 2, je crois de la version 2.5 aussi. On avait un plateau cyclique un petit peu plus complexe. Là, on est parti dans la simplicité. C'est le plateau cyclique. De toute façon, toute la mécanique, c'est la mécanique V3 qu'on trouve sur le UH1. C'est-à-dire que les pièces UH1 et Bell sont exactement les mêmes. Ce qui change juste, c'est la carrosserie. Sinon, tout ce qui est à l'intérieur, c'est pareil. Bon, à part toutes les fixations en bois, etc., ici sont différentes, mais sinon, toute la mécanique, les cerveaux, etc., ce sont les mêmes.
Amélioration de la lipo, qui est un petit peu plus grosse ici, hein, je vous dis du 3000 mAh. Je pensais que la précédente c'était du 3000, mais visiblement c'est un petit peu moins. Le moteur d'anticouple maintenant, il est fixé directement, vous le voyez ici, sur la coque. Avant, on avait un trou ici, une patte qui sortait. Bref, c'était un peu bricolo-bricolette. Maintenant, on a quelque chose de bien intégré qui est quand même superbe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le train, je crois que le train change. Je ne suis pas tout à fait sûr. Par contre, je sais qu'il y a un truc qui est vachement mieux que sur le UH1. Alors, il va falloir que je retourne pour vous montrer. Alors, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, mais regardez. Les têtes de vis sont à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, moi, quand j'ai eu mon crash, hein, je vous ai parlé du crash tout à l'heure, sur mon UH1, j'ai cassé le train. Et quand il a fallu le réparer, eh ben, je me suis aperçu qu'au lieu d'être fixé par l'extérieur, il était fixé par l'intérieur. Il a fallu démonter tout le mécanisme, les plaques de fixation, etc., pour changer le train d'atterrissage. C'est-à-dire qu'il y a 2 heures de boulot. Là, il y a 3 minutes de boulot s'il y a une casse au niveau du train d'atterrissage. Alors, c'est un petit détail, mais c'est quand même vachement bien. Voilà, bah écoutez, ça fait, je regarde, ça fait 21 minutes que je jacasse, vous devez en avoir marre. Juste, allez, on file sur l'ordi. Allez, on va passer quelques secondes sur l'ordinateur, ça va aller très très vite. La première chose à faire pour régler un petit peu, si vous en avez envie, parce que franchement vous pouvez décoller sans vous brancher sur l'ordinateur, il est prêt à partir, mais bon, il vaut mieux quand même aller voir un petit peu comment ça se passe. La première chose à faire, c'est d'aller sur le site flyrc.com. Là, alors vous passez alors ici, on peut mettre le site en chinois, mais vous allez le mettre en anglais. Hop, vous allez dans Download et en bas, vous allez, c'est ici, voilà, télécharger la dernière version du logiciel LIH1. Ici, c'est la version 2.0. Alors peut-être que vous, quand vous regarderez cette vidéo, on sera à 4.12, on ne sait pas. Donc moi j'ai pris cette dernière version. Juste une petite chose, il est possible quand vous allez télécharger ce programme qu'il soit reconnu comme un virus. En fait, pourquoi? Tout simplement parce que comme c'est un programme chinois, il n'a pas le... Alors, on va expliquer ça. Bref, il n'est pas certifié Windows. C'est pas absolu. Flywing ne va pas vous envoyer des virus. Donc si vous avez un problème, moi j'ai pas eu de problème avec la version 2.0, j'avais eu un problème avec la version précédente, mais celle-ci s'est installée sans problème. Si vous avez un problème, vous déconnectez votre antivirus ou vous autorisez ce programme à se mettre en route. Donc il faut agir sur votre antivirus. Mais normalement, la version 2.0 passe bien à l'antivirus. Alors, hop, voilà. Donc je vous passe le téléchargement. Donc ici, on va pouvoir donc commander notre module H1. Pour cela, on va brancher le module sur l'ordinateur à l'aide du câble USB-USB-C. En USB-C sur le module, en USB sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, il va vous proposer un port. Ici, moi, c'est le port 4 comme 4. Je me connecte. Alors là, ça prend quelques secondes. On voit d'ailleurs, regardez, le trait devient de plus en plus long au fur et à mesure que ça avance. Hop, et quand il sera arrivé au bout, ce sera connecté. Attention. Toc, voilà, ça y est, on est connecté. Alors, on va prendre le menu dans l'ordre. Je vais aller très très vite parce que j'ai déjà fait une vidéo. Je vous renvoie à ma vidéo. Tenez, je vous mets le lien ici sur le réglage sur H1 Eli. Donc, je vais passer très très vite. Ici, donc, des fonctions que vous allez pouvoir observer lorsque votre radio sera connectée. Moi, ici,
j'ai juste branché l'hélicoptère, il y a rien d'activé. Donc évidemment, alors là, c'est le réglage des switches, etc. Vous pouvez intervenir sur chacun des paramètres. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas, parce que c'est le meilleur moyen de faire des idioties. Donc là, on fait rien là-dessus. Cette partie ici, c'est le réglage du rotor. Ça peut être utile lorsqu'on a un méga crash, qu'il faut changer un plateau cyclique et le re-régler finement. On peut être amené à utiliser ces différentes valeurs. Ensuite, voilà, ça c'est les paramètres qui vont nous intéresser. Et là, on a les sensors. Première petite chose ici en bas, c'est la sécurité batterie. Alors je me rappelle pas, oui, je crois que par défaut, elle est allumée. Vous avez ici la tension minimale à partir de laquelle votre hélicoptère va revenir. Il va se mettre automatiquement en RTH. Alors moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas baisser trop cette valeur. On peut l'augmenter, hein. Mais franchement, quand il revient à 3,60, il y a encore énormément de marge. Quand vous aurez l'habitude, vous virerez ça pour aller, on va dire, racler un peu le fond de votre batterie. Moi, je reste en sécurité. Je préfère avoir plusieurs batteries et pas décharger trop les batteries. Ici, vous avez la calibration. Alors, la calibration, il n'y a plus besoin de la faire avec la puce GPS M10. Alors, nous, la seule chose qu'on va modifier, c'est que lorsqu'il arrive... Alors, attendez, voilà, je mets tout comme il était lorsqu'il est arrivé. Il est en vol standard et il n'y a pas ici activé la 3D Security. Alors, tout d'abord, on va commencer par la 3D Security. Qu'est-ce que c'est? Si je l'active, ici, voilà, il va me donner une valeur minimale. Et en dessous de cette valeur, c'est-à-dire si je descends en dessous de 8 mètres, et que je suis en mode 3D, c'est-à-dire en pilotage pro, hein, et ben automatiquement, tac, il va se remettre en pilotage en mode GPS. C'est-à-dire que tac, l'ordinateur va se figer, il va plus bouger, il va attendre les ordres. Alors, quel est l'intérêt du truc? Eh ben, apprendre à piloter. C'est-à-dire qu'autrefois, l'angoisse, c'était j'apprends à piloter 3D et la première erreur, boum, je dégomme ma machine. Et ben là, dès que vous allez faire une erreur et tomber en dessous de la valeur que vous avez désignée, tac, il va se rebloquer. Donc, vous allez vous sentir en sécurité lorsque vous allez vouloir commencer à faire vos premiers flips, vos premières translations rapides, vos premiers retournements, etc. Donc ça, c'est vraiment une fonction géniale. Deuxième chose, ici, quand il arrive, donc je vous l'ai dit, il est en vol standard. Vol standard, perso, mais bon, je pilote un peu. Moi, je le trouve moumou. Peut-être que si vous n'avez jamais piloté, vous, ça va être trop rapide. Auquel cas, si vous le trouvez trop violent, passez en mode soft. Moi, je le trouve moumou, ici. Donc moi, je pilote ici en mode sport. Donc je clique sur mode sport, il me demande confirmation, ok, tac. Voilà, il a été écrit dans le module qu'il est maintenant en mode sport, avec les réglages de base qu'on peut changer ensuite. C'est-à-dire que je peux donner un petit peu plus de rôle, un petit peu plus de réaction au niveau de l'anticouple, etc. Donc, en gros, voilà, soit vous décollez directement sans vous occuper de rien, vous n'êtes pas obligé, ça fonctionnera très bien sans aller vous brancher là-dessus. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux quand même regarder un petit peu ça, comprendre comment ça se passe, y aller tranquillement avant d'aller faire son premier vol. Bah, nous, au niveau des réglages, c'est bon, c'est OK. Et puis après, bah, écoutez, je regarde dehors, là, il pleut toujours. Espérons que demain, j'ai une petite accalmie pour aller le faire voler. Je sortirai de toute façon cette vidéo quand le vol sera fait. Si la vidéo vous a plu, vous pensez à mettre un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner. Je vous mets également mon Buy Me a Coffee en dessous si vous voulez me soutenir dans mon travail. Et puis je vous mets également les liens affiliés vers RC Going France. Alors attention, France, c'est pas parce que l'entreprise se situe en France, mais parce que vous avez des partenaires français, à savoir JFR 900 et moi, qui sommes l'intermédiaire avec Ben en Chine. On est là pour vous renseigner, on est là pour vous conseiller, et puis quand il faut, on est là aussi pour vous aider, croyez-moi. Il en faut parfois un petit peu avec cet hélicoptère. Allez, on part voler. Ciao les gars!